Durant sa quête du commissaire Yarrick, l'inquisiteur Marcus Flack n'eut pas qu'une seule énigme à résoudre. À peine le destin du commissaire éclairci, ce fut une autre enquête qu'il dut lancer en se demandant si ses ressources mentales et celles de ses serviteurs déjà bien sollicités allaient résister à cette nouvelle charge. En effet, alors que les Auspex et autres sondes du Flame of Repentance étaient toutes tournées vers Chioné, quelques serviteurs zélés captèrent des signaux de satellites espions laissés en veille dans le système Thulianum. Un vaisseau titanesque venait de surgir du warp dans la zone de Pendrell. Sa coque sombre comme le vide interstellaire n'abordait aucune marque ou symbole distinctif et n'émettait de signaux compréhensibles. L'inquisiteur, toujours concentré sur les événements de Chioné, demanda tout de même un rapport détaillé sur l'origine de cette apparition. Après des recherches difficiles, il s'avéra que le mastodonte répondait au nom de Sanctiacusa III et qu'il avait été affrété par l'Ordo Malleus il y a de cela plus de 5000 ans, date à laquelle il avait complètement disparu lors d'une expédition aux abords du Maelstrom. Les recherches dans les archives de l'Inquisition furent bientôt bloquées par le sceau de confidentialité que même Marcus ne put lever malgré son niveau d'habilitation. Quel secret pouvait renfermer ce vaisseau après tant d'années? En effet, le Sanctiacusa montrait des traces de son errance dans le warp. Des débris de sa coque flottaient dans son sillage et l'allumage erratique de ses moteurs ainsi que l'absence de communication démontraient que tout ne se passait pas pour le mieux à son bord. Il fallait intervenir rapidement pour aborder cette relique et y prélever les renseignements qu'elle contenait à défaut de trouver des survivants. L'inquisiteur contacta ses alliés encore disponibles dans le système Thulianum et coordonna l'envoi rapide de forces d'abordage pour remplir cette mission délicate. Alors que les barges s'approchaient du Sanctiacusa, ce dernier enchaîna plusieurs sauts warp incontrôlables, entraînant la plupart des navettes dans son sillage. À chaque nouvelle apparition dans l'univers matériel, le vaisseau inquisitorial attirait l'attention des Xénos présents et de nouvelles forces d'abordage tentaient de s'approcher de lui. Elles rejoignaient ainsi le cortège qui se formait autour du Sanctiacusa III, mais sans que jamais aucune barge ne puisse s'amarrer durablement à sa coque, trop malmenée par les perturbations warp. Finalement, le Sanctiacusa dériva à proximité du Maelstrom et fut pris avec ses poursuivants dans une tempête de grande amplitude. Il y subit de graves dommages et une bonne partie de ses poursuivants furent détruits. Attiré par une planète à forte gravité alors qu'il émergeait des remous du warp, le vaisseau et les barges de survivants s'écrasèrent à la surface de ce monde hostile. Pour les survivants des forces en présence, le seul espoir résidait dans l'exploration du vaisseau inquisitorial pour y trouver de quoi survivre en attendant d'éventuels secours ou peut-être remplir finalement la mission initiale en découvrant les secrets qui renfermaient, à moins que l'antique relique puisse être remise en état de vol pour quitter cette planète perdue. Ziggyel serrait la crosse de son pistolet à fusion, tout muscle tendu dans l'attente de ce qui allait se produire. Au loin, la fureur des combats s'atténuait et seul le souffle vrombissant du vortex warp qui flottait à quelques pas de son escouade résonnait encore dans le couloir de ce vaisseau maudit. Le comédien Harlequin se remémora tout ce qui s'était déroulé depuis que lui et sa troupe avaient échoué dans les entrailles de ce mastodonte de métal puant d'huile et de mort. Happé par une vrille du warp, alors qu'elle voyageait dans la toile, sa troupe s'était brusquement matérialisée dans une salle sombre aux murs recouverts de poussière et de machinerie à la technologie grossière. En explorant les coursives à la recherche d'une sortie ou d'une explication, les comédiens étaient tombés sur un groupe de guerriers trapus qui échangeaient des tirs avec des humains en armure. Compte tenu de l'état pitoyable de leurs équipements et des nombreuses blessures qu'ils avaient subies, il était évident que les adversaires n'appartenaient pas à l'équipage du vaisseau. Une trêve fut conclue à l'initiative des Harlequins
avec ce qui s'avéra être des guerriers de la Ligue Votann et des cousines de bataille, une branche méconnue de l'Adepta Sororitas. Les nouveaux venus avaient rapidement raconté leurs histoires lors de la chasse inquisitoriale de ce vaisseau nommé Sanctiacusa III. Leur navette d'abordage avait été entraînée dans le sillage du navire alors qu'ils multipliaient les sauts warp incontrôlables avant de finir par se poser en catastrophe sur cette planète hostile. Leur navette s'était crashée sur l'immense coque du vaisseau et les survivants avaient pu pénétrer à l'intérieur par des brèches. Après avoir erré chacun de leur côté, ils s'étaient rencontrés au détour des coursives, là où les Arlequins les avaient découverts. Mettant en commun leurs renseignements glanés au cours de leur exploration, les trois factions avaient décidé de conclure une alliance temporaire afin de tenter de remettre en état de vol le mastodonte impérial, leur seul moyen de quitter ce monde perdu. Les cousines de bataille avaient repéré dans l'entrepont les générateurs de secours, et devait se charger de les relancer pour fournir l'énergie nécessaire à la salle des machines. C'est dans cette salle que devaient intervenir les Arlequins en remettant en service les moteurs du vaisseau. Enfin, les guerriers Votann qui avaient découvert la passerelle de commandement auraient la charge de faire décoller et de diriger cet engin si c'était encore possible. Alors que chaque groupe prenait position sur son objectif, des détonations retentirent à plusieurs endroits de la coque du vaisseau et des intrus s'étaient lancés à l'abordage par des brèches et des écoutilles. Ziggyel n'avait eu alors que des rapports confus sur ce qui se déroulait du côté de ses alliés par l'intermédiaire des communicateurs personnels. Les cousines de bataille avaient dû sacrifier nombre des leurs pour permettre à leur chanoinesse d'activer les générateurs de secours. Des gardes impériaux menés par un commandeur et un commissaire particulièrement tenaces les avaient pris à partie au milieu des chimères et des Leman-Russ stockés dans l'entrepont. Pour autant, l'Astra Militarum n'était pas que l'enclume, car le marteau se présenta sous la forme d'adorateurs de cornes en armure énergétique qui envahissaient l'autre partie du hangar. Ces derniers se révélaient moins efficaces que les humains de la garde et le courant fut rétabli par la chanoinesse. Les Arlequins commençaient alors à relancer les moteurs depuis la salle des machines où ils s'étaient retranchés autour de leur prophète et leur coryphée. Une écoutille s'était ouverte brutalement arrachée par des élus de Slaanesh et un corps à corps sauvage s'était engagé. Une des troupes de comédiens s'était sacrifiée pour contenir l'assaut avant que Ziggyel ne pulvérise le dernier élu d'une décharge de son pistolet à fusion. Des Space Marines en armure bleue, ourlés de flammes, surgirent alors par une écoutille, surprenant les Arlequins qui pensaient l'avoir verrouillée. Il s'avéra plus tard que les Space Marines avaient découvert un robot droïde faisant partie du vaisseau et que ce dernier avait commandé à distance l'ouverture de plusieurs écoutilles. Une fois les surprises passées, les Astartes furent éradiqués à coups de baisers d'Arlequins, d'étreintes et de caresses. Les moteurs relancés, le signal fut alors envoyé au Votann pour qu'il lance la séquence de décollage. Mais les squads de l'espace avaient fort à faire avec des Dark Angels vanicatifs et d'autres serviteurs du chaos qui semblaient avoir pactisé pour prendre d'assaut la passerelle de commandement en coordonnant leurs attaques. Si les squads d'assaut Dark Angel avaient pu être éliminés grâce à l'intervention du Khal Votann, il avait fallu le sacrifice des Atregardes et l'intervention d'une escouade de cousines de bataille pour contrer le gros de l'assaut. Malgré cela, un groupe de Terminator Dark Angel pénétrait dans la salle et semblait inarrêtable face aux survivants Votann. Pendant que les combats faisaient rage autour des trois sites vitaux du vaisseau inquisitorial, des événements de moindre importance se déroulaient ailleurs dans les salles obscures. Les Auspex avaient détecté plusieurs mouvements inconnus dans les coursives et des hommes bêtes enragés s'étaient jetés sur des gardiens renégats pour en déchiqueter la plupart. Un prisonnier était également détenu dans une cellule sécurisée inquisitoriale et après une vaine tentative des marines de Slaanesh pour débloquer une de ses portes, c'étaient les Flamme Crusaders qui avaient réalisé l'exploit de le libérer. Un assassin! Les Space Marines n'eurent pas le temps d'exploiter le talent de leur nouvelle recrue car les Marines du chaos frustrés leur tombèrent dessus à bras raccourcis. Finalement, la vraie nature du vaisseau se révéla dans toute son horreur. L'avait-il contenu en son sein suite à des expériences interdites
ou l'avait-il acquise au cours de ses errances dans le Warp? La réponse serait pour plus tard, car la corruption se répandait dans tout le vaisseau comme le souffle d'une explosion dont l'épicentre était la passerelle de commandement. Les belligérants de tous bords furent jetés à terre ou projetés contre les murs qui ondulaient comme du papier. Des vortex d'énergie purent se former dans plusieurs parties du vaisseau et des émanations du Warp étaient autant de portails, passerelles vers les territoires impies du chaos. Les survivants de chaque faction voyaient avec stupéfaction les cadavres de leurs compagnons ainsi que ceux de leurs ennemis être aspirés à travers les vortex avant d'être recrachés sous la forme immonde et purulente de Poxwalker. Sans aucune distinction, les cadavres animés se jetaient sur toute forme vivante pour les déchiqueter. Dans la salle de commandement, un souffle d'ouragan régnait autour d'un vortex colossal qui s'était formé au milieu des combattants. Lorsque le bruit et le vent s'estompèrent, une forme gigantesque se dressa, armée d'une faux non moins impressionnante. Mortarion, primarque de la Death Guard, s'était manifesté sur le Sanctacusa III, accompagné de la mort qui se délectait d'avance du carnage qui allait continuer. Unis par les circonstances, les survivants de toutes les forces d'abordage faisaient face au déferlement des Poxwalkers et éradiquaient méthodiquement les créatures. Mais chaque survivant qui tombait venait renforcer les zombies purulents et la lutte se poursuivait à travers tout le vaisseau. Mortarion, quant à lui, déchaînait sa fureur sur la passerelle de commandement et les derniers Votan rejoignirent les cousines de bataille dans la mort. Seuls les chevaliers Terminator d'Archangel parvenaient à résister et à causer des blessures au Primarque au prix de nombreuses pertes. Hurlant une malédiction sur ses adversaires, le Primarque disparut alors brusquement après avoir subi une nouvelle blessure. Il réapparut non loin, à travers un autre vortex, et continua son carnage parmi les troupes du chaos, ne souffrant aucune autre allégeance que celle de Nurgle. Noyé sous les tirs et les attaques des raids corsaires, Mortarion subit une nouvelle série de blessures et, affaibli, il se téléporta de nouveau dans une autre coursive du vaisseau. Quelque chose va apparaître, tenez-vous prêts. Le message télépathique transmis par le prophète de l'ombre toucha tous les Arlequins en même temps. Zigéel modifia le réglage des capteurs de son masque alors qu'il croyait que sa vision devenait floue, mais c'était le vortex qui s'activait et s'animait de pulsations colorées. Puis, soudain, il fut là, devant eux, terrible comme la mort. Mortarion les jaugeait de son regard hypnotique et s'apprêtait à les emporter tous d'un seul coup. Tirez donc! L'ordre psychique résonna dans l'esprit des Arlequins. La première salve de pistolet à fusion manqua sa cible, mais pas la seconde. Le Primarque poussa un cri de surprise en découvrant la blessure causée par la décharge d'énergie. Son enveloppe scintillait et sa substance matérielle se désagrégeait rapidement tandis qu'il se débattait en silence. Puis, il n'y eut plus rien devant le regard de Zigéel, à l'exception du panache de fumée qui s'échappait paresseusement du canon de son pistolet. Il souffla dessus machinalement, comme le faisaient les anciens dans les prophéties, oubliant que son masque de comédien empêchait l'air de passer.